Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Église du Monde consacré cette semaine à la République démocratique du Congo. Cet immense pays situé au beau milieu du continent africain est ensanglanté par un conflit ethnique pour la troisième fois en 20 ans. Des dizaines de milliers de réfugiés fuient le Nord Kivu, une région frontalière à l'est du pays, dont les richesses minières sont convoitées par les voisins rwandais et ougandais. Les troubles attisent les peurs et les haines des minorités qui cohabitent sur le territoire et font craindre aux évêques locaux une balkanisation de la République démocratique du Congo à brève échéance. Comment restaurer la paix et la prospérité? À quels défis doit faire face l'Église du Congo Kinshasa? Pour y répondre, je suis heureux de recevoir Gabriel Katouva-Dioko. Bonjour. Bonjour. Vous êtes originaire de Kinshasa, la capitale du pays, ancien permanent de l'aumônerie nationale des communautés africaines, qui aide les Africains à bien vivre leur foi en France. Aujourd'hui, vous êtes enseignant, mais surtout un témoin de cette Église du Congo, que vous connaissez bien parce que vous y avez vécu et que vous y retournez régulièrement. Alors dites-nous, Gabriel Katouva-Dioko, un mot de l'extraordinaire complexité de la République démocratique du Congo, ce pays qui est l'un des plus grands d'Afrique, avec une grande diversité ethnique, et une immense richesse forestière et minière, une grande richesse de ressources. Voilà, le Congo, grand pays, on compte près de 144 ethnies, avec autant de dialectes. Bon, heureusement, dans le processus administratif, on a essayé de réduire cette diversité dialectique en 4 langues nationales, le Lingala, le Swahili, qui est parlé dans tout l'Est, d'ailleurs jusque du côté du Kenya, Tanzanie, Burundi, Rwanda, Ouganda. Et le Lingala à l'ouest. Les Lingala à l'ouest. Et au centre, on n'oublie pas la langue Luba. Hein, et au sud-ouest, le Kikongo. Et le pays est une ancienne colonie belge. Et le pays est une ancienne colonie belge, donc le français a été retenu comme la langue officielle. Est-ce que les liens sont restés étroits et constructifs avec l'ancienne puissance de tutelle? Il y a eu quelques ennuis politiques à l'époque du maréchal Mobutu, parce que bon, au cœur de ces conflits, il y avait l'histoire de l'union minière du Haut-Katanga, qui est devenue la Gécamine, qui a été la caisse qui pourvoyait les richesses du Congo, qu'on a retirée à la gestion belge. Donc, c'est resté dans le creux des Belges. Donc, alors souvent, quand il y avait des conflits, que les Belges disaient un mot sur une situation du pays, alors on menaçait de rompre les relations diplomatiques, souvent on renvoyait un diplomate, ou quand même l'opposition commençait à surgir, souvent on accusait la Belgique d'être derrière cette opposition. Bon, il me semble que les choses se sont un peu améliorées, les rapports en tout cas se sont améliorés avec l'arrivée de Joseph Kabila, l'actuel président. Parce que au début de son pouvoir, il s'est quand même rendu en Belgique où il a fait un discours qui allait à l'encontre de ce que souvent disait Mobutu, en reconnaissant un peu les mérites de la Belgique et tout. Je crois qu'en retour, il a reçu la présence du roi des Belges à la commémoration de 50 ans de l'indépendance. Je crois que les rapports se sont beaucoup améliorés. Et même un signe qui ne trompe pas, c'est qu'il a été soutenu par Louis Michel, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères et commissaire européen au développement, mais par la suite aussi par d'autres hommes politiques belges. Bon. Soutenu alors que pourtant, on va le voir, le processus démocratique qu'il a amené à la tête du pays. Bon, il faut signaler qu'effectivement, après le maréchal Mobutu, qui a été renversé, c'était son père, Laurent Désiré Kabila, qui a été président. Il est assassiné en 2001. Son fils Joseph le remplace. Il est élu une première fois en 2006 et une seconde fois en 2011 dans un processus électoral sujet à caution. Alors, le pays subit quand même, depuis son indépendance, l'influence de tous ses grands voisins. Tous ses grands voisins, oui et non. Les grands voisins commencent à se manifester, disons, dans la dernière décennie. Parce que, bon, en fait, il y a tous les intérêts économiques du pays, notamment dans l'Est. On parle beaucoup de l'Est, mais on n'a pas beaucoup parlé du pétrole dans le Sud-Ouest.
Là aussi, je crois que l'affaire est encore en cours avec l'Angola, parce que l'exploitation du pétrole par l'Angola, il semble que c'était sur les territoires congolais. Donc, bon, il y a eu encore des choses à dire dans ce sens-là, mais pour le moment, on n'en sait pas trop. Et il y a eu des renvois de part et d'autre des ressortissants des deux pays, Angola ou Congo, disait-on, en représailles à cette histoire-là. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'attention est focalisée sur l'Est du pays, avec le Rwanda, qui soutient la rébellion pour les Congolais, alors que les Rwandais disent plutôt pourchasser les anciennes milices de Habyarimana, l'ancien président qui a été renversé. Voilà. Justement, on va faire le point sur la situation à l'est du pays. Un mini-sommet des pays de la région des Grands Lacs africains, donc tous ceux de l'est du Congo, initié par le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon, s'est tenu le 27 septembre à New York pour tenter de trouver une issue à la crise qui ensanglante l'est du Congo. On écoute un extrait du discours de son président, Joseph Kabila. Écoutez. Ouvert pour la première fois, il y a à peine 10 ans, dans un pays dont l'indépendance est cinquantenaire, les chantiers de la démocratisation de la vie nationale, de la construction de l'état de droit, du développement des infrastructures socio-économiques, de l'amélioration des conditions de vie de nos populations se poursuivent sans relâche. Cet élan est malheureusement menacé par les ennemis de la paix. En effet, depuis le mois de mars de cette année, la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, où le mot paix, stabilité, réconciliation, travail et dignité humaine avaient commencé à retrouver leur lettre de noblesse, est redevenu tristement célèbre, non pour la beauté incomparable de ce paysage, ni pour l'extraordinaire richesse de sa biodiversité, mais comme démonstration du mal profond. Au moment où je vous parle, Monsieur le Président, de centaines de milliers d'enfants, de femmes et d'hommes du Nord Kivu sont privés de paix et font l'objet de traitements inhumains et dégradants de la part d'une force négative dirigée par des éléments impénitents du fait de leur grande capacité de nuisance et de soutien extérieur. Des enfants sont privés d'école et forcés de porter et d'utiliser les armes à feu pour tuer leurs semblables, voire leurs propres frères et sœurs. Cette situation est inacceptable. Elle mérite d'être condamnée et devrait donner lieu à des sanctions. Voilà, on vient d'écouter le discours du président Joseph Kabila de la République démocratique du Congo devant l'Assemblée générale des Nations unies. Selon l'ONU, plus de 200 000 villageois du Nord Kivu ont été déplacés en raison des combats dans la région. Et 50 000 Congolais ont fui vers l'Ouganda, voisin, et le Rwanda. Ces traitements inhumains qu'ils subissent, comment est-ce qu'on peut les expliquer? Comment est né ce conflit, le troisième dans la région en 20 ans? Outre le fait qu'il y a des richesses à récupérer et que c'est mieux quand on est en situation de guerre, je pense qu'il y a derrière aussi l'idée de l'expansion de... il y a quelques années, d'ailleurs, on parlait en termes de l'expansion du territoire Tutsi-Land. Bon. Il y a la question des Tutsis quand même. Il y a la question des Tutsis et... Alors, en un mot... D'où vient ce problème derrière la rébellion? On parle beaucoup du mouvement du 23 mars. Et ce mouvement du 23 mars, il cache une réalité plus profonde, plus ancrée, qui est celle des Tutsis du Congo, qui sont très nombreux à l'Est, en particulier au Kivu, et qui ont été discriminés par le pouvoir central depuis la dictature de Mobutu.
Alors, le vrai problème de M23, c'est d'abord l'installation ou la reconnaissance des Tutsis dans cette partie du pays. Et comme je le disais en début d'émission, je crois que la difficulté, c'est de pouvoir les reconnaître comme Congolais. Hein, alors, est-ce parce qu'ils ont un visage, un phénotype nilotique qui ne sont pas Congolais? Parce que, bon, les Congolais se reconnaissent comme des Bantous, alors que les autres sont des nilotiques. Alors, est-ce que la difficulté vient de là? C'est-à-dire qu'il y a une différence physique marquée. Il y a une différence physique marquée. Est-ce que tout vient de là? Est-ce qu'il y a l'idée de l'expansion de ces sous-continents nilotiques? En fait, ça va du Kenya jusqu'au Burundi et même jusqu'en Tanzanie. Hein, c'est toute la région du Grand Lac, en fait. Alors, comment comprendre ça? Comment tout d'un coup, tout bascule? Parce que, bon, on peut dire tout le mal qu'on veut de Mobutu, au moins il a réussi à faire vivre tout le monde, dans le même territoire. Et on s'est senti, à l'époque, zaïrois n'importe où dans ce pays. Alors, du coup, avec le changement des régimes, tout a basculé. Alors, moi, je n'arrive pas à me l'expliquer, en tout cas. Est-ce que ce n'est pas exploité par ceux qui veulent plutôt profiter des richesses et qui mettent en avant cette histoire de Tutsi ou autre? Je n'ai pas des réponses pour le moment. Parce qu'il est plus facile ensuite de faire de la contrebande dans une région qui est minée par les conflits. Voilà. voilà. Et, alors, ça, ce n'est pas seulement pour ceux de l'extérieur, hein, même aussi pour les politiques du pays. Hein, parce que l'effort de guerre que l'on demande aux uns aux autres veut dire, si on lit entre les lignes, tout simplement arrêter de nous contrôler parce que nous sommes en guerre, nous devons récupérer le plus d'argent possible. Voilà. Toute la question est là. Le président, dans son extrait, il parle de tous les efforts qui ont été entamés pour que le Congolais vive mieux. Bon, je ne sais pas, quand moi je vais à Kinshasa, ce n'est pas ce que je vois. Hein, alors, si cela se passe au Kivu, si le peuple de Kivu a eu du mal à revivre de manière harmonieuse, il y a de quoi se poser la question pour ceux de Kinshasa, par exemple. Voilà. Quand l'Église craint justement la menace d'une balkanisation de la société, vous l'avez dit, quand le conflit risque de s'enliser, qu'au Congo, une communauté, les Barundi par exemple, sont perçus comme des gens du Burundi, où ils sont accueillis alors qu'ils sont eux-mêmes congolais. Enfin, on ne comprend plus très bien, ça devient effectivement extrêmement difficile. Quelles sont les actions concrètes que met en place l'Église pour lutter contre ça? On a vu des évêques s'y rendre justement au Nord Kivu récemment. Alors, les évêques s'y sont rendus, c'est vrai, mais il y a aussi tout un travail qui se fait à la base. Je crois que pour convertir les gens au maire vivre ensemble, ou à la nouvelle citoyenneté, comme je l'entends de plus en plus maintenant, c'est d'abord de donner aux gens la possibilité de comprendre l'autre. On est dans la relation interpersonnelle. Hein. Vivre avec l'autre, c'est ce qui permet aux uns et aux autres de pouvoir grandir. Or, je pense que depuis des années, on a plutôt développé une situation de conflit pour montrer que ceux qui viennent d'ailleurs nous veulent que du mal. Et voilà, donc du coup, les Rwandais, qu'on considère comme le grand envahisseur du Congo, portent avec lui tous ceux qui ont les phénotypes nilotiques, que l'on dit rwandais, dans leur sillage. Donc, du coup, dès qu'on voit ces types-là, on dit, tiens, c'est le rwandais. Ah, bon. Vous avez évoqué en début d'émission que j'étais permanent de l'aumônerie des communautés africaines en France. Eh bien, moi, j'ai eu à gérer des conflits parce qu'il y a des Rwandais et des Congolais dans une ville de France qui ne s'entendaient pas parce que les Congolais reprochaient aux Rwandais des avoir... Ils avaient importé leur conflit. Voilà, ils avaient importé leur conflit. Alors que sur place, les évêques de l'ASEAC étaient en train de travailler ensemble à la base, surtout pour conscientiser les jeunes à un maire vivre ensemble. Voilà. Je crois qu'il y a un travail de formation, de conscientisation qui est en train d'être fait, qui ne porte pas encore de fruits, parce que de temps en temps, on en a parlé les mois derniers au Nord Kivu, justement, je crois, à Goma, où des jeunes
On disait que c'était des jeunes délinquants qui s'en sont pris aux étudiants rwandais qui venaient étudier à Goma. Ouais. Voilà. Alors, certains ont dit que c'était une manipulation des forces rwandaises pour justifier l'intervention rwandaise. Bon, il n'y a pas des discours clairs à ce sujet-là. Et même quand on entend le président de la République, l'opposition aujourd'hui ces jours-ci a accusé le président d'être des collusions avec le Rwanda. Et qu'on le trouvait assez faible pour défendre les intérêts congolais. Parce que derrière, justement, il y a l'histoire de la nationalité congolaise douteuse du président de la République. Voilà. Donc, pour un certain nombre de gens, ils font de la comédie. Hein, il est en train de favoriser ses frères rwandais et tout. Voilà. Je crois que c'est un travail à faire de conscientisation, d'éducation. Et si on revient justement à l'action de l'Église sur le terrain, l'action de terrain, depuis la recrudescence des combats, la prise en charge par le CICR de blessés de guerre est extrêmement critique. Human Rights Watch a accusé les rebelles du M23 de commettre des crimes de guerre de très grande échelle, exécutions, sommaires, viols, recrutement de force, etc. Les Pères Blancs, qui accueillent par exemple les femmes victimes de violences, appellent à une rapide prise de conscience des crimes qui sont commis au Kivu. L'Église a-t-elle une expertise à faire valoir en la matière pour l'accueil de ces réfugiés ? L'Église fait partie de ce qu'on appelle la société civile et qui a un certain nombre de partenaires qui sont sur le terrain, qui peuvent apporter des choses. Il y a eu, par exemple, l'église à Bukavu qui a été meurtrie par la mort déjà de l'évêque, ou des évêques, hein, et puis des prêtres, des religieuses. Donc, ils sont vraiment au cœur du conflit et ils voient ce que vivent les gens au jour le jour et peuvent témoigner et peuvent donc instruire la commission justice et paix de l'épiscopat de ce qui se vit sur le terrain. Et en retour, l'Église essaye par une sorte de lobby à travers les médias internationaux surtout, mais aussi à l'étranger. Il y a plusieurs évêques de ces trois pays qui sont passés plusieurs fois en Europe pour sensibiliser l'opinion publique internationale pour qu'on ouvre les yeux sur la situation au Congo. Bon. Pour une fois, pour le 1er août, le gouvernement a autorisé la marche parce que ça allait un peu dans le sens de leurs attentes. Alors que le 16 février, lorsque à Kinshasa, on voulait organiser la messe, commémorant entre autres les 20 ans du massacre des chrétiens, 16 février 92, le pouvoir en place a refusé. Voilà. Donc, alors, s'il y a bien un pays occidental, enfin, au moins un État que la situation ne laisse pas insensible, c'est le Vatican. Et on va le voir, après la prière mariale de l'Angélus le dimanche 30 septembre, le Saint-Père Benoît XVI a témoigné son soutien à la population de la partie orientale donc de la République démocratique du Congo, victime de violences. On l'écoute. Je suis avec affection et inquiétude ce qui se passe dans la population de l'Est de la République démocratique du Congo, objet ces jours-ci d'attention aussi de la part d'une réunion de haut niveau auprès des Nations Unies. Je suis particulièrement proche des réfugiés, des femmes, des enfants qui, à cause des affrontements armés, subissent des souffrances, des violences et des malaises profonds. J'invoque Dieu afin que l'on trouve des chemins pacifiques de dialogue et de protection de tas d'innocents, afin que la paix revienne le plus rapidement possible, une paix fondée sur la justice, et que soit rétablie la cohabitation fraternelle dans cette population, ainsi que dans toute la région. Alors vous nous l'avez dit, Gabriel Katouva-Dioko, l'Église est en première ligne pour défendre les droits des citoyens du Congo-Kinshasa. Est-ce qu'elle doit souffrir d'une ingérence du politique dans ses affaires ou est-ce qu'au contraire, le politique se plaint d'une ingérence de l'Église dans sa sphère à lui ? Ça dépend des situations. Quand ça les arrange, ils pensent que l'Église est dans son droit. J'ai lu avec beaucoup d'attention
toutes les unes de la presse congolaise, bon, de Kinshasa pour être plus précis, après la marche du 1er août. Alors, c'était vraiment pour dire, puisque l'État congolais ne fait rien, l'Église prend le devant. Parce que ça arrange le pouvoir. Mais quand on va à l'encontre de leurs intérêts, alors là, l'Église se mêle de pouvoir et l'Église doit rester à la sacristie. Et de temps en temps, elle s'en affranchit et elle en sort. Et voilà. de quelle autorité morale jouit l'Église en République du Congo? Mais je crois qu'en dépit de tout, j'ai dit en dépit de tout, pour la simple raison que vous avez évoqué les élections de 2006 oui. Avec à la tête de la commission électorale un prêtre. Alors, on sait quels ont été les résultats, on sait qu'il y a eu, parce que les élections ont eu lieu, on n'a pas prévu de second tour. Puis finalement, il a fallu attendre 2 mois pour qu'il y ait un second tour. Et au mois de mars de l'année d'après, il y a eu un conflit armé dans Kinshasa qui a abouti à la fuite de Jean-Pierre Bemba, les challengers. Et en 2011, voilà. Il se passe exactement la même chose. Il se passe la même chose. Ce n'est plus les prêtres qui à la tête, c'est un pasteur que l'on dit proche du président de la République. Alors, à un moment, nous, on s'est dit, mais les chrétiens ont failli à leur mission. On leur a fait confiance. On a fait confiance aux prêtres, on a fait confiance à un pasteur. Et au final, les résultats ne sont jamais acceptés parce qu'on trouve qu'il y a de la fraude. Bah, là, pour les dernières élections, on a vu plein de bulletins par terre, jetés, trempés par l'eau de la pluie. Alors, on se pose la question de l'objectivité de ces élections. Ça, c'est clair. Alors, pendant qu'on évoquait les résultats, il y a eu une voix, c'était la voix de Monseigneur Mosengo, qui est monté... Cardinal archevêque de Kinshasa. Cardinal archevêque de Kinshasa, qui est monté au créneau pour contester les résultats. Malheureusement, il n'est pas allé au bout de sa logique. Parce que je rappelle quand même que l'Église catholique, sur l'ensemble du territoire, avait mis près de 30 000 observateurs qui étaient formés et qui n'ont pas été en mesure de fournir tous les résultats. Donc, le cardinal s'est prononcé sur des résultats partiels, ce qui lui a valu par après des critiques. Alors que sûr. Monseigneur Monsango, que vous citez, a une autorité qui est presque plus importante que celle de la plupart des hommes politiques en place. Oui et non. Le problème, c'est, dans l'histoire de ce pays, c'est de savoir de quel côté on se situe. Je voudrais revenir en arrière. Après la conférence nationale, on a élu un Premier ministre de transition, Etienne Tshisekedi. Alors, après, il y a eu un blocage. Bon, je crois, j'interprète, je crois que Monseigneur Mosengo, qui était président du Haut Conseil de la République, donc Parlement de transition, s'était dit, on ne peut pas bloquer la gestion d'un pays parce que 2 personnes ne s'entendent pas. Donc, il a propulsé Kengo Adondo, ce qu'on a appelé la 3e voie. Alors, les critiques n'ont pas tardé. Et récemment, il a dû tenir des propos aussi dans ce sens-là pour dire oui, mais lui, on le connaît, voilà. Mais là, peut-être que ça risque de devenir un petit peu difficile à comprendre pour ceux qui ne sont pas habitués totalement à la situation politique locale. Au moins, quelles sont les œuvres visibles de l'Église en faveur de la jeunesse, de l'éducation en particulier? L'enseignement. L'enseignement est assuré majoritairement par l'Église. Oui, l'enseignement primaire et secondaire. En tout cas, aujourd'hui, les grandes écoles, les bonnes écoles, sont tenues par les prêtres, les religieux et les religieuses. Et l'enseignement supérieur également, en tout cas, ça a été lancé par l'Église, même si ça a été récupéré après par l'État congolais. Mais je crois qu'on investit beaucoup dans l'éducation. Je pense à ce proverbe chinois qui dit « Si tu veux nourrir les hommes, il faut planter des arbres. Mais si tu veux développer un pays, il faut il faut éduquer, il faut former la jeunesse. » Je crois qu'on travaille beaucoup dans cette perspective-là pour former la jeunesse, notamment sur le plan intellectuel, mais aussi par rapport à la formation humaine et spirituelle. Et cette formation, justement, est-ce qu'elle peut, le sommet de la francophonie, la présence de François Hollande au 14e sommet de la francophonie qui se tient à Kinshasa, est-elle une bonne chose? Est-ce qu'elle peut justement faire avancer l'éducation dans le pays?
Alors, François Hollande a dit qu'il n'allait pas s'ingérer des affaires du pays. Et alors, j'ai lu... C'est regrettable? Ben, je crois qu'il est prudent parce que... Est-ce qu'on peut se mêler des affaires de la France? Voilà, c'est la question. Mais alors, après, la vraie question, quel est le rôle de la francophonie? Est-ce pour faire tout simplement la fête? Est-ce que la dimension culturelle qu'il y a derrière la francophonie n'est pas porteuse de ce qu'on veut, la liberté d'expression, la démocratie? On y sera très très attentif et ce sera le mot de la fin car l'heure tourne. Merci beaucoup Gabriel Katou-Vadioko de nous avoir éclairé sur la situation de l'Église en République démocratique du Congo. À vous tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro d'Église du Monde consacré à Madagascar. À très bientôt.